En toute liberté. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Joliba TV News. Bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Joliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service des citoyens et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, notre invité est un visage connu et reconnu du monde médiatique malien et africain. Une bibliothèque, une référence dans le monde médiatique, c'est... je pèse bien mes mots. Nous allons parler de l'état des lieux de la presse malienne, quel avenir? La presse malienne a-t-elle bonne presse? Les défis de la profession, l'éthique et la déontologie. Nous allons en parler avec ce formateur, ancien fonctionnaire international à l'UNESCO pendant plus de 20 ans. Diomonsi Bomboti est notre invité. Il a aussi il a enseigné au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, le prestigieux Centre d'études des sciences de l'information de Dakar, le CESTI de Dakar. Il est aussi professeur à l'École supérieure de journalisme et de la communication à Bamako. Diomonsi Bomboti, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. C'est un honneur et un plaisir. Le plaisir est partagé, je le disais en introduction, vous êtes un brillant interlocuteur, un grand journaliste, j'allais même dire, est-ce que l'exercice n'est pas facile pour l'apprenant que je suis d'interroger mon professeur Diomonsi Bomboti? Bon, il faut dire que je vous remercie beaucoup pour ces propos généreux. Je pense qu'il y a un peu d'affection là-dedans, beaucoup d'affection, et que peut-être... vous me présentez sous des traits un peu surfaits, j'essaie de faire de la façon la plus correcte, la plus honnête, la plus loyale possible, une profession pas facile à exercer, mais qui est assez nécessaire à la société, à la bonne marche de la démocratie. Diomonsi Bomboti, pour cette émission, ça va se dérouler en 3 phases. La première étape, sur les traces de l'invité, ça va se faire avec des photos, des images que vous allez commenter vous-même, parce qu'on suppose que derrière une image, derrière une photo, il y a une histoire, un contexte justifié. C'est pour vous présenter un peu pour les téléspectateurs non maliens, parce que Joliba TV News est dans 44 pays, nous avons une couverture internationale. C'est à but pédagogique qu'on le fait avec tous les invités. Et après, nous allons dérouler les questions sur le journalisme, sur l'avenir de la profession. Et après, nous allons donner la parole au public dans la dernière rubrique de l'émission. Questions directes, ça c'est la partie où les téléspectateurs vont vous poser 2 ou 3 questions sur le thème du jour. Vous m'auriez prévenu, je serais venu avec mon gilet pare-balles. Il est bon pour vous le format de votre beauté? C'est extra, c'est bien, c'est bien. Donc rapidement, nous allons avec la permission de la réalisation, votre permission, nous allons commencer avec la première rubrique de l'émission, rubrique sur les traces de l'invité. Là, générique sur les traces de l'invité, nous allons regarder une première image. Diomonsi, on vous voit ici. Oui, je suis là avec M. Ali Koulibaly, un jeune frère, il fut ministre à plusieurs postes en Côte d'Ivoire, il fut ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Un sujet vraiment, vraiment brillant, intelligent, un très, très grand professionnel qui a dirigé la RTI, et combattant politique auprès du président Alassane Ouattara. C'est un ami, un jeune frère, mais qui est devenu un très grand ami. Okay. Vous l'avez enseigné, hein? Oui, oui, je l'ai eu comme... Alors c'est ça qui est assez paradoxal. Les étudiants, l'accession
l'accès aux études au CESTI se fait sur concours. Bon, comme toujours, le concours est sélectif, bien entendu. À Dakar, il y avait environ 2000 candidats, on prenait 25. Bon, curieusement, les Ivoiriens n'étaient pas parmi les meilleurs à l'entrée. Mais paradoxalement, Ali a terminé major de sa promotion, notamment en radio. Ce sont des bosseurs, ils sont rigoureux, ils sont sérieux, ils en veulent toujours. Et c'était des étudiants très performants dans la formation. Au début, bon, c'était assez difficile sur le plan de la culture générale. Je me souviens que lorsque je suis allé faire passer le concours à Boaké, bon, il y avait un film avec Brigitte Bardot que les jeunes m'excusent de parler un peu des souvenirs d'ancêtres. Brigitte Bardot dans un film qui s'appelle « Et Dieu créa la femme », tout un programme. Mais c'était un film pas vraiment porno, mais assez osé pour l'époque. Les bonnes sœurs ont permis à leurs étudiants d'aller voir ce film-là en pensant que c'était vraiment un hymne au bon Dieu, la création de la femme. Quelques images à peine projetées sur l'écran, elles ont demandé à ce qu'on arrête la projection du film pour faire sortir les étudiants. Évidemment, les promoteurs de la salle ont refusé. Donc, pour vous dire un peu le niveau de culture générale à l'époque, chez les étudiants, chez les élèves, n'était pas très élevé. Ils étaient astreints à suivre rigoureusement les cours. Il n'y avait pas la possibilité, dans une ville comme Dakar, de regarder à droite et à gauche. Non, c'était les études, rien que les études. Et une fois arrivés au CESTI, ils se sont montrés très sérieux, très rigoureux, et Ali faisait partie de cela. Il y en a beaucoup d'autres, des étudiants que j'ai rencontrés, mais Ali fait partie des étudiants qui sont vraiment exceptionnellement brillants. D'accord. Nous allons regarder une deuxième image. Oui, là on voit un jeune homme. Hein? Bon, ça c'était... C'est la réalisation que oui. je mets un tout petit peu sur l'image. La photo a été amputée d'une partie. J'étais là avec mon ex-épouse et un de mes enfants. C'était à Dakar. Je n'étais pas encore à l'UNESCO. J'étais toujours enseignant au CESTI. Voilà. À 38 ans, j'imagine, ici, déjà, non? À 38 ans ici. 38 ans, tout à fait, tout à fait. Ouais. Je suis impressionné par ma silhouette fugitive par rapport à la corpulence massive que j'ai maintenant. Ça en dit long. Okay. Beaucoup de souvenirs. Oui, beaucoup de souvenirs, oui. Troisième image. Oui, là aussi, hein, une mise correcte. Oui, hein. Bon, ça c'était sur invitation du ministre de l'Information du Maroc. Il a suivi une conférence que j'ai donnée en Côte d'Ivoire sur la liberté de la presse. Il était l'invité d'honneur de la Côte d'Ivoire. Il a été assez impressionné et il a tenu à m'inviter au Maroc, où j'ai donné un cycle de conférences. Et ils m'ont fait visiter. Nous sommes là à l'entrée du Palais Royal à Rabat. Okay. On va regarder une autre image. Oui. Je ne vois pas très bien. Oui. Ça représente? Je pense que ça doit être en France, oui, Angers, si je ne me trompe pas. Ah oui. Ça, c'est à Angers. Des amis m'ont invité. Angers, vous savez, c'est la ville qui est jumelée avec Bamako. Donc, pas mal d'étudiants maliens, notamment à médecine, ont fait leur formation à Angers. Vous vous souvenez certainement de vos classiques. Angers, la douceur angevine du Belay. Bon, c'est une ville agréable, une petite ville à 1 heure de train de Paris, mais vraiment très agréable. J'ai été reçu là par des amis, j'ai passé quelques jours et j'ai beaucoup aimé. C'était à l'occasion du congrès de la FIJ, la Fédération internationale des journalistes. Et j'en ai profité pour faire un peu de villégiature avec des amis, chez des amis. C'était assez chouette. Okay. On va regarder une dernière image, ou non, c'est pas c'est l'avant-dernière image, oui. Ah, oui. Oui, ça c'est l'avant-dernière image. Ça c'est la dernière image. Oui, on va regarder l'autre image, hein, une image. Oui, la réalisation, est-ce que vous pouvez revenir sur l'autre image?
La dernière, voilà, ça c'est... oui, en blanc, malheureusement, c'est assez douloureux. Ouais. Je dois dire que je ressens beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons. C'est notre cadette, Mariam Bomboté. Elle nous a quittés il y a quelques jours. C'était une femme bien. Voilà, mais c'est la vie, hein. Comme disent les Anglais, the show must go on. Elle était la bonté personnifiée. C'était un ange, c'était une personne bien. La preuve, j'étais frappé, surpris par le monde qui l'a accompagné à sa dernière demeure. C'était une femme bien. Les condoléances les plus attristées. Je vous remercie beaucoup. C'est très touché. Oui, on va regarder la dernière image. Oui, oui, ça c'était des génies en herbe qui sont devenus des petits diables maintenant. Ce sont des jumelles. Safiatou et Adambari, autrement appelés Axel et Adeline, sont des coquines. Bon, là maintenant, elles sont nées en 86 et c'est une photo qui date de quelques semaines. Voilà, bon ben, il faut bien que jeunesse se fasse. Ok, que jeunesse se fasse. Ok, donc on va finir avec cette rubrique sur les traces de l'amitié. Mais on va regarder, on va projeter une image. Hein. C'était en 1974, hein, vous étiez encore enseignant au CESTI de Dakar. Oui, l'image est là. Hein. Oui, oui. Je vous rappelle d'ailleurs beaucoup de souvenirs hein, de Mossi Boumouti. Hein. Ah, oui, j'ai toujours, je me suis toujours plaint. Ma grand-mère m'a donné un complexe. Pour elle, on ne pouvait pas faire quelqu'un de plus laid. Alors, chaque fois que je regarde des vieilles photos, je dis, mais dis donc, elle charrie, j'étais pas si moche que ça. Bon, maintenant, bon, le temps a fait son effet. Voilà. D'accord. Et je rappelle hein, que vous avez aussi enseigné, hein, l'ancien Premier ministre Soumaïlou Boubeye Amega, oui, c'était hein, un de vos étudiants. Oui. Oui. Il était comment, hein, l'étudiant, hein, Soumaïlou Boubeye Amega? D'abord, je m'incline devant sa mémoire. Hein. C'était un garçon, je ne vais pas vous abreuver de superlatifs, mais c'était un garçon très brillant, très bosseur. Un de ceux qui se sont beaucoup attachés à moi, en tout cas, durant sa formation. Il était avec Gilbert Maïga, père son âme aussi, très proche de moi. Il venait à la maison, mais bon, ben, cette proximité ne change absolument rien dans nos rapports. Hein. Je sais faire la part des choses et on était amis, même quand je venais en vacances ici. Oui, permettez-moi de dire, on faisait les casse-en-coups. Et bon, sa disparition, à mon avis, pour sa famille, pour ses compagnons politiques, pour ses amis d'enfance et pour tous ceux qui l'ont côtoyé, une perte assez douloureuse. Encore une fois, j'ai pris que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Parlons maintenant de vous. Comment vous êtes venu au journalisme? Qui a choisi qui? Alors là, ça serait... je vais faire court. Au lycée, je ne pense pas que je puisse me considérer comme un sujet exceptionnellement brillant. Mais j'étais travailleur. Je bossais beaucoup. Donc, les notes suivaient. Et baccalauréat, on a réuni les professeurs de français pour demander qu'ils proposent les étudiants qui étaient les plus brillants en français. Je venais de Dakar où la pratique de la langue française est beaucoup plus usitée. Et donc, le professeur, Madame Coignard, m'a proposé pour faire du journalisme. Et tenez-vous où? À Cuba. Bon, j'ai dit, bon, je ne veux pas faire de journalisme, surtout pas à Cuba. Si c'est cela, j'ai renoncé à mon bac, un bac scientifique, bac D que j'avais fait. J'irai repasser ce bac-là à Dakar, où j'ai des attaches. Je veux faire médecine. J'ai commencé en médecine. J'étais soutenu par des familles parce que en terminale déjà, j'étais tellement passionné par la médecine que je montais à pied pour aller à l'hôpital du Point G les après-midi de jeudi chez un médecin yougoslave, docteur Avramovic, qui m'accueillait. Et pendant des mois et des mois, les mercredis, je montais à pied. Je tenais à faire médecine. Malheureusement, quand je me suis inscrit en médecine, le 14 mars 1965, notre papa a rendu l'âme.
il était pas si vieux que ça. Il avait 53 ans, victime d'une hémorragie cérébrale. Il nous a laissé, moi je suis l'aîné de 10 enfants. Alors j'ai dit, bon, ben, je vais faire l'instituteur. Et puis, bon, de fil en aiguille, on m'a convaincu, non, écoute, va refaire les études de médecine. C'était aléatoire, c'était incertain. J'avais pas beaucoup de monde autour de moi pour m'encourager. Je pense qu'avec un peu de soutien, j'allais dire un peu de motivation, j'aurais pu continuer. Mais j'ai abandonné, pour employer l'expression à la mode, en plein vol, mes études de médecine. Et puis voilà, je me suis retrouvé à faire d'abord une licence en sciences éco, finalement pour de fil en aiguille me trouver en sciences sociales, une licence en lettres modernes avec mention, une licence en sociologie, mention journalisme, puis Strasbourg, Paris, maîtrise, le 3e cycle, voilà. Parlons-en, hein, vos premiers pas en journalisme, c'était comment, à partir de votre formation, l'ambiance? Bon, moi, je pars du principe qu'une fois qu'on a décidé de se consacrer à des études, il faut s'adonner à fond. Bon, je commençais à prendre l'âge, j'avais des responsabilités vis-à-vis de ma famille. Donc, oui, j'étais assez studieux. Encore une fois, je ne dirais pas que j'étais exceptionnellement intelligent, mais je travaillais beaucoup, beaucoup. Je travaillais beaucoup. Et aujourd'hui encore, ma devise est celle-ci, sans cesse repousser ses propres limites. Voilà, je pense que quand on veut, on peut. Oui, okay. Je rappelle que vous avez travaillé aussi avec Jeune Afrique. Hein? Oui, je travaille. Comment s'est passée la collaboration avec... Est-ce que vous avez des souvenirs hein, avec, oui, avec M. Ben Ahmed, par exemple? Le journal était dirigé par un monsieur exceptionnel qui a eu le bac à 16 ans, qui est sorti major de HEC, les hautes études commerciales en France, qui a été ministre à 29 ans avec Bourguiba et qui a décidé de se lancer dans le journalisme. Il appartenait à une des familles les plus riches de la Tunisie, certainement la 5e famille la plus riche, qui a beaucoup de possessions à Carthage, et par la suite à Rome, sur la Côte d'Azur, à Nice, à Paris, un peu partout. Il était d'une famille très aisée. Et je l'admirais. Je ne partageais pas forcément ses convictions. Sa ligne éditoriale me laissait un peu perplexe. À cette époque-là, on était tout anti-pays occidentaux. Et lui, il était particulièrement admiratif de la famille Kennedy. Bon, qui connaît Kennedy, au-delà des images d'Épinal, c'était quand même celui qui est à l'origine de la guerre du Vietnam. Alors, pour toutes ces raisons, la ligne éditoriale de Jeune Afrique n'était pas ma tasse de thé. Mais devant les contraintes de la vie, j'allais dire la queue entre les pattes, j'ai frappé à la porte. Et puis, bon, ben, il m'a ouvert, il me dit... j'avais fait mon mémoire de maîtrise sur Jeune Afrique et ses lecteurs. Le document lui a plu. Ils l'ont publié en partie dans le journal. Et pendant des années, ils ont couru après moi pour que je vienne à la rédaction. Oui, j'y avais fait quelques mois, 1 an de séjour. Puis après, j'ai dit non, Jeune Afrique. D'abord, j'estimais qu'il me fallait absolument rentrer au Mali. J'avais des propositions à Paris, en Tunisie, mais j'ai dit non. Moi, je suis d'une famille modeste. On dit ça, c'est le mot joli pour ne pas dire pauvre. J'estime que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui sans le soutien de mon pays. Donc le minimum, c'est quand même de renvoyer l'ascenseur. J'estimais que j'avais un devoir de rentrer et de porter ma contribution dans le domaine que je suis, la construction de mon pays. Okay. Je suis venu, je suis allé comme rédacteur à l'Essor, puis quelques mois après comme rédacteur en chef à la radio. Bon, le succès appelle le succès. On m'a demandé d'aller au CESTI. Alors, au CESTI, c'était assez curieux puisque les responsables du CESTI me voulaient, mais le ministre de l'Éducation à l'époque, Hassan Sek, a dit il n'est pas question de déshabiller le Mali pour habiller le Sénégal.
Donc c'est en Conseil des ministres que mon cas a été débattu. Les ministres, d'après ce que j'ai appris, s'y sont opposés, mais j'ai été fortement soutenu par mon ministre de tutelle à l'époque, Youssouf Traoré, qui dit, bon, ben voilà, c'est la première fois, en tout cas, durant notre passage ici, qu'on fait appel à un Malien. C'est un honneur, c'est un privilège. Moi, je suis prêt à le laisser partir. Donc, j'ai bénéficié d'une, comment on appelle ça, d'une autorisation, d'une autorisation pour 3 ans d'aller au Sénégal. Je suis allé au Sénégal, je suis resté 3 ans. Et au cours de ce parcours aussi, des fonctionnaires de l'UNESCO qui sont venus, qui m'ont rencontré, m'ont proposé d'aller à l'UNESCO, mais toujours avec l'accord du Mali. Okay. Je ne serais pas allé sans l'accord du Mali. Parlant de Béchir Ben Ahmed, le fondateur de Jeune Afrique, est-ce qu'un souvenir, une anecdote par exemple, vous vient tout de suite à l'esprit? C'était un homme travailleur. Il était intelligent, mais il était bosseur. Vous savez, quand on dit intelligent, je ne crois pas à l'intelligence innée. C'est la qualité du travail qui vous rend intelligent. Ce monsieur était un forçat du travail. Il travaillait plus que tout le monde. Il maîtrisait l'anglais, l'arabe, le français. Et il était tout le temps en train de travailler. Et même quand il va en voyage. Bon, il était donc exigeant, intransigeant. J'ai l'habitude de dire que Jeune Afrique était le cimetière des journalistes africains. Parce que Béchir ne supportait pas l'amateurisme. Beaucoup venaient là en dilettante, il se la jouait un peu vedette. Et là, bon, ben, il n'acceptait pas. Il en a renvoyé beaucoup. Certains faisaient une journée, demi-journée, et il les virait. Donc, il souhaitait que je vienne. Et quand je faisais mon stage, vous savez, quand on est jeune, on est tenté par une forme d'obséquiosité. Je rencontre dans les couloirs un monument comme ça, je m'évertue à lui dire bonjour. Je ne sais même pas s'il m'entendait. Il me battait au froid. Bon, j'ai dit, bon, écoutez, j'accorde beaucoup d'importance à la dimension humaine dans les rapports interpersonnels. Bon, un bon Malien, susceptible, j'ai dit, bon, c'est fini, Jeune Afrique, je peux venir m'ennuyer dans un univers aussi carcéral. Je suis parti. Mais durant des années, il m'a harcelé, il a tenu à ce que je vienne. Bon, finalement, les concours de circonstances que je n'estime pas nécessaire de développer m'ont contraint à aller frapper à la porte. Je suis venu, il m'a accueilli. Il dit, voilà, M. Bouboté, vous savez, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Vous avez bien fini pour parvenir. J'ai dit oui. Il était tellement content. Il m'a dit, bon, écoutez, M. Béchir Ben Ahmed ne recrute jamais personne sans faire sa graphologie. Il trouvait toujours des arguties, des prétextes pour vous faire Pourtant, ils m'ont mis dans une pièce en me demandant de dire ce que j'aime à Jeune Afrique, ce que je n'aime pas, pourquoi, comment, je ne voulais pas venir à Jeune Afrique. De véritables gribouillis, illisibles, des pattes de mouche. Je n'ai pas fait un quart d'heure, son assistante est venue me demander les feuilles. Bon, j'ai donné, j'ai dit, ben, vous avez changé d'avis, ce que j'ai écrit, ce n'est pas lisible. Il dit, bon, ben, écoutez, ça suffit comme ça, bon, ben, voilà, oui, en effet, vous écrivez comme une mouche. Bon. Je suis parti, j'ai dit, bon, ils ont changé d'avis, ils ne veulent pas de moi. 10 jours après, je reçois à domicile l'étude graphologique. Et le lendemain, apparemment, les conclusions de cette étude graphologique les a convaincus de faire appel à moi. Le lendemain, il m'a demandé de venir pour me confier la section, enfin, de faire partie de l'équipe qui faisait les enquêtes journalistiques. Je suis venu, j'ai fait quelques mois. Et puis, l'UNESCO, où j'avais fait 2 ans, j'avais démissionné. Bon, j'ai fait des articles, notamment sur l'action de l'UNESCO en matière de... À l'époque, c'était le problème du NOMIC, le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. J'ai fait un papier
sur la création de la PANA, qui n'était pas du tout tendre pour l'UNESCO, parce que c'était une agence internationale qui publiait seulement les desiderata des pays. J'ai dit non, ça c'est pas la liberté d'expression, c'est pas la liberté de la presse, ça. Donc je ne me suis pas gêné. Bon, c'est à croire qu'ils sont masochistes au Sénégal, à l'UNESCO, oui. Et ils m'ont appelé pour venir, voilà. Bon. Okay. Oui, parlons rapidement maintenant de la presse malienne. Pour vous aujourd'hui, la presse malienne a-t-elle bonne presse? J'ai posé la question en prévision de cette émission. J'ai posé la question à un certain nombre de confrères qui sont vraiment dans la gadoue, qui ont la main à la pâte, quoi, qui sont des responsables de presse. L'un me dit ce qui est affligeant, notre presse se trouve dans une situation d'indigence inacceptable. Évidemment, qui aime bien châtie bien. Je ne vais pas dire le nom de celui qui a dit ça, c'est un jeune frère, un ami. Et beaucoup disaient à peu près la même chose. Je peux comprendre. Dans tous les pays du monde entier, généralement, les gens sont insatisfaits pour plusieurs raisons. Bon, le cas du Mali pose problème quand même. Il y a des gens, des journalistes, je le dis sans démagogie, que je trouve très respectables, qui font leur boulot avec beaucoup de conviction, avec beaucoup d'abnégation. Mais à côté, il y a aussi pas mal de maladresse, de qualité vraiment discutable pour être charitable. Donc oui, c'est une presse qui est à parfaire, qui n'a pas atteint encore sa vitesse de croisière en termes de qualité et qui a besoin de beaucoup de choses. La première chose, c'est déjà la notion d'entreprise de presse. Il n'y a pas de véritable entreprise de presse au Mali, il n'y en a pas. Vraiment, une entreprise, une société de communication, d'information qui répond aux vrais critères d'une entreprise moderne, il n'y en a pas, ou si peu, de façon assez approximative. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le défi de la formation. La formation, généralement, on pense que quand on connaît quelques vers de Victor Hugo, de Verlaine, qu'on est assez fort en dissertation, en rédaction, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et ça pose d'ailleurs une différence entre le journalisme à la française, qui met beaucoup l'accent sur la forme, et le journalisme anglo-saxon, qui met l'accent sur l'efficacité. De ce point de vue, la qualité des articles, la plupart des articles, parfois laisse à désirer. D'où la nécessité d'un besoin de formation. Attention, je précise, on peut être journaliste sans nécessairement passer par une école de journalisme. Ça, si je prends le cas de la France, pour citer un exemple, vous avez à peu près quelques 34 000 journalistes qui exercent en France. Ils étaient 40 000 il y a une quinzaine d'années. Et sur les 34 000 journalistes, à peine 40% ont suivi des formations dans une école en bonne et due forme. Ils ont de très bonnes écoles de formation, bien entendu, mais le passage dans une école de formation n'est pas indispensable pour faire du bon journalisme. Donc je pense qu'il y a le défi de la formation. L'école où j'ai le privilège de donner des cours, l'école supérieure de journalisme que vous avez cité tantôt, a ces défis à relever, les défis de l'excellence. Mais ce que je peux dire à mes confrères, à la direction, aux autorités nationales, cette école est en phase de balbutiement. Il faut qu'on soit assez exigeant, assez intransigeant. Ce n'est pas une école comme les autres. On n'a pas à comparer l'école de journalisme à la faculté de droit, à la faculté de sciences éco, à la faculté de sciences naturelles, de sciences exactes. Ce n'est pas la même chose. C'est d'abord une école professionnelle qui doit faire sur le travail, qui doit faire son apprentissage sur le terrain. Et ça a des exigences. Ça exige des investissements. Et malheureusement, nous, on n'a pas ça. Quand vous imaginez qu'une école comme la nôtre n'a que 2 appareils photo,
quand on sait qu'une école comme le CESTI, au minimum, il y a une centaine d'appareils, pas de petits joujoux, hein, des vrais appareils réflexes qui coûtent des centaines de milliers de francs. Donc, j'en appelle à la fois aux journalistes de qualité qui donnent des cours là-bas. J'en appelle à la disponibilité de nos amis de la culture générale, juristes, économistes, littéraires et autres de la culture générale qui dispensent des cours, d'être exigeants, d'être intransigeants. On ne peut pas faire de bons journalistes dans le laxisme, dans la complaisance. Il faut être intransigeant. On ne prouve pas à quelqu'un qu'on l'aime en faisant dans la facilité. Non, non, non. Il faut être, alors de ce point de vue, peut-être je suis un peu sévère, je pense il faut que les autorités comprennent que cette école a besoin de leur soutien. Oui. Aujourd'hui aussi, hein, on a ce phénomène de vidéoman, hein, si je peux m'exprimer ainsi, des gens sans formation, qui souvent avec un téléphone. Hein, et le public est souvent fouillé, trompé à ce niveau. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, hein, pour séparer, hein, le bon grain de vrai? J'aurais peut-être voulu avoir en face de nous ici un de nos frères de la HAC, la Haute Autorité de la Communication. Ils ont une mission qui leur a été confiée, mais je pense qu'à côté de cette mission officielle qui leur a été confiée, mission de régulation, mission de régulateur, je pense qu'il doit avoir l'audace de s'autosaisir. Les vidéomans sont devenus une réalité incontournable qu'on ne peut pas empêcher. Donc je pense qu'il revient à la HAC de réfléchir à la possibilité d'organiser des cohortes de formation, de faire appel aux associations, même s'il n'y a pas d'association, de faire appel à ces vidéos, puisque de toute façon, on ne peut pas empêcher leur existence. Au niveau de la primature, il y a des vidéomans qui sont là, qui exercent. Je ne veux pas leur jeter l'anathème, je ne veux pas les vouer aux hégémonies. Mais aujourd'hui, le grand défi de la jeunesse, c'est l'emploi. Donc, ils essaient de chercher l'emploi là où ils espèrent pouvoir en trouver. Et les vidéomans pensent qu'avec la vidéo, ils peuvent tirer leur épingle du jeu. C'est vrai. Mais il est absolument important qu'on pense à les encadrer, à leur proposer des formations in situ. Il faut qu'ils soient demandeurs. Mais même s'ils ne sont pas demandeurs, je dis encore une fois, une autorité comme la HAC pourrait s'auto-saisir. Ce n'est pas une critique, c'est une suggestion. J'en appelle à leur prise de conscience par rapport à cette interpellation dans notre société. On ne peut pas laisser faire. Parce que n'importe qui aujourd'hui, grâce à la technologie, avec un appareil, peut se transformer en émetteur d'informations. Mais l'analyse, la documentation, la recherche, le recoupement, la qualité d'un article... Le recul par rapport aux faits aussi. Oui, c'est très important. La question de l'éthique aussi. L'intransigeance devant les faits. Il faut être implacable dans le traitement des faits. Or, malheureusement, nos amis vidéomans souvent font ça avec une certaine désinvolture. Peut-être il y en a qui sont rigoureux. J'ai envie de citer quelqu'un comme Malik Konaté, pour qui j'ai beaucoup de respect, et qui quand même, de plus en plus, je fréquente les jeunes qui sont avec lui dans son centre. Ils font beaucoup d'efforts pour tendre vers un certain professionnalisme. Les studios, le 4T24 par exemple, je pense qui sont très écoutés, très suivis, doivent prendre conscience de la nécessité de l'auto-formation, de la formation en permanence. Encore une fois,
je ne les voue pas aux gémonies, je ne les accuse pas, mais je souligne simplement que la prise de conscience est indispensable pour vraiment se parfaire, pour améliorer leurs prestations. D'accord, pour améliorer leurs prestations. Maintenant, parlons de la HAC et cette actualité, la suspension de RFI et de France 24, suspension définitive par la HAC. Quelle est votre analyse justement sur le sujet? Non, je ne peux pas être journaliste et applaudir à tout ce qui contrarie la liberté d'expression. Donc je suis inconditionnellement un défenseur de la liberté d'expression. Et chaque fois qu'un journal, quelque part, est contrarié dans son expression, dans son exercice, c'est un chagrin pour tous les journalistes. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Cela dit, il faut voir les choses en face. Pourquoi on en est arrivé à ce stade-là? Pourquoi est-on arrivé là? Ce n'est pas du chauvinisme que de dire ça. Je pense que nos amis de RFI et de France 24, où il y a des journalistes talentueux, des journalistes compétents, j'allais même dire des journalistes vertueux, j'en connais quelques-uns, mais la façon dont ils traitent l'actualité au Mali laisse à désirer. Donner la parole à France 24, à une rébellion qui veut amputer le Mali d'une partie, donner la parole à un rebelle en plein journal France 24, suivi par des dizaines et des dizaines de millions, c'est pas très fair play. On ne ferait pas cela au Sénégal. Il y a une rébellion au Sénégal, en Casamance. Il ne viendra jamais l'idée à France 24 de donner la parole aux irrédentistes de la Casamance, ni en Côte d'Ivoire où il y avait la rébellion aussi. Alors pourquoi deux poids, deux mesures? Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on prenne conscience que nous sommes un pays peut-être pauvre, peut-être limité sur le plan militaire, encore que, d'après les informations que je reçois, cette armée est en train de monter en puissance. C'est tout le mal que je leur souhaite. Mais je dis, il faut que nos amis français comprennent que la coopération exige le respect profond mutuel. J'aime la France. J'aime beaucoup la France. J'ai fait une partie de mes études là-bas. J'ai beaucoup d'amis dans la profession qui sont des gens respectables. C'est un peuple généreux. C'est un peuple, sur le plan de l'histoire, qui en a donné beaucoup à l'humanité. Alors, les dirigeants actuels, qu'il ne faut pas confondre avec l'ensemble du peuple malien, doivent revoir leur copie et faire preuve de beaucoup plus d'humilité au lieu d'être arrogants, d'être agressifs, d'être plein de mépris pour des pays qui ne demandent qu'à être l'ami de la France. D'accord. Oui, on va maintenant entamer la dernière rubrique de l'émission, rubrique questions directes. Tout de suite, le générique, rubrique questions directes. Bonsoir, Monsieur Bomboti. Je suis Sori Ibrahim Maïga, journaliste. Je voudrais savoir, selon vous, au regard du paysage médiatique actuel du Mali, surtout dans ce contexte de transition, quelle lecture faites-vous du professionnalisme des professionnels de la presse? Ensuite, Monsieur Bomboti, le journaliste doit-il faire un traitement patriotique de l'information? Bonsoir, ici Ousmane Koulibaly. Moi, j'ai deux questions pour Monsieur Bomboté. La première, quel conseil avez-vous pour les jeunes qui embrassent de nos jours le métier de journalisme et qui se précipitent pour après quitter, aller dans la communication? Peut-être ils pensent que le métier, ça ne paye pas bien. Selon vous, quelles sont les qualités pour pouvoir percer dans ces domaines? Et la deuxième question, est-ce que vous avez commis des erreurs au cours de votre carrière que vous regrettez toujours dans l'exercice de votre métier, c'est-à-dire le journalisme?
Bonsoir Monsieur Bomboté, bonsoir à tous les téléspectateurs de Djoliba TV News. Je suis Aruna Kone, journaliste. Monsieur Bomboté, le journalisme est devenu un fourre-tout au Mali. N'importe qui peut s'élever et s'autoproclamer journaliste. Et en plus de ça aussi, l'avènement des réseaux sociaux avec ce qu'on appelle les viromanes est venu s'ajouter à tout cela. Est-ce qu'avec tous ces événements, on peut dire que le métier de journalisme est menacé au Mali? Et la deuxième question, vous, l'un de vos vœux chers, c'était la création de l'école supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Aujourd'hui, les premiers produits de cette école sont sur le marché de l'emploi. Est-ce que vous avez, vous, M. Bomboté, le sentiment du devoir accompli? Merci. Bonsoir Djoliba TV News, moi c'est Moussa Bilali Sidibé, journaliste stagiaire. La question que j'aimerais adresser à M. Djoumassi Bomboté, que je salue ici de passage, est la suivante. En fait, M. Bomboté est un journaliste chevronné qui a une longue carrière riche en couleurs. Et il a une grande connaissance du paysage médiatique malien et au-delà. Et qu'est-ce qui a empêché M. Bomboté à créer par exemple un journal, à ouvrir un journal? Ça, c'est la première question. Et la deuxième est de savoir en fait avec l'actualité malienne aujourd'hui, tout ce que on assiste en termes d'information, si je dirais, de tensions entre le Mali et d'autres partenaires et tout. Le rôle de l'information dans cette situation de crise, est-ce que M. Djoumassi Bomboté peut nous donner quelques détails sur cela et comment est-ce que le journaliste peut être impartial dans le traitement de l'information dans de tels contextes? Moi, je voudrais poser cette question. La question est la suivante. Est-ce que M. Bomboté, en tant que doyen, est-ce qu'il est d'accord réellement sur la dépénalisation des délits de presse sur la scène médiatique malienne? Est-ce que la dépénalisation des délits de presse ne va-t-elle pas encourager ou, disons, faire accroître davantage l'anarchie dans ce milieu qui a besoin d'assainissement? Les questions directes des téléspectateurs, c'était à bâton rompu, professeur Djoumassi Bomboté. La première question, Ibrahim Maïga, il dit quelle lecture faites-vous du professionnalisme aujourd'hui, de l'état de la presse, et puis le journalisme doit-il faire un traitement patriotique de l'information? Vous savez, quand les enfants sont à table, quand ils mangent, en général, ils se débrouillent. Quand on répartit le morceau de poulet ou de viande, ils prennent toujours leur part, ils gardent le bon morceau pour la fin. Donc, je garderai pour la fin les questions qui posent moins de problèmes. Donc, il y a une question qui est particulièrement redoutable, c'est la dépénalisation. Aujourd'hui, la tendance est à la dépénalisation. Pratiquement tous les pays africains ont opté pour la dépénalisation. Je veux me faire des ennemis, j'en appelle à leur indulgence. Je ne suis pas pour la dépénalisation. Le journaliste est un citoyen à part entière, il doit être traité comme tel. Oui, bien sûr, les tenants de la dépénalisation disent que le journaliste la dépénalisation ne signifie pas que le journaliste va échapper aux fourches codines de la justice. Non, mais ils veulent éviter aux journalistes d'être incarcérés, d'être enfermés. La place d'un journaliste, la place de la parole, ce n'est pas dans la prison. Je comprends parfaitement. Mais ce que je dis par rapport à ça, le danger dans une société comme la nôtre, où, bien sûr, on se plaint de l'éthique, l'absence de l'éthique dans la profession. Mais quand on regarde les hommes politiques, quand on regarde les grands commerçants, quand on regarde les grands acteurs de la société malienne, est-ce qu'ils sont tous vertueux? Non. J'ai peur que le journalisme ne devienne un instrument, un outil entre les gens véreux, leur donner de l'argent pour régler leurs comptes à leurs ennemis, et à ce moment-là,
bon ben monsieur, vous n'allez pas en prison, on vous a condamné à payer 15 millions, voilà, les 15 millions, et on est quitte. Non, c'est peut-être un peu un raccourci, et attendez-vous à ce que nos amis de la Maison de la Presse et d'autres qui font un travail de rélecture du cadre juridique qui encadre l'exercice de la profession. J'ai été sollicité, j'ai participé. Il faut saluer cet exercice-là. Donc attendez-vous à ce qui rit dans les brancards pour venir vous dire, ben écoutez, M. Bomboté a raconté des histoires, on n'est pas d'accord avec tout. Mais en tout cas, très profondément, je pense que les journalistes méritent d'être traités sur le même pied d'égalité que tous les citoyens. Sinon, si on était dans une société, j'allais dire, totalement vertueuse, je peux comprendre cela. Mais j'ai peur qu'on ouvre la boîte de Pandore et que ça donne lieu à des règlements de comptes. Les journalistes vont être les dindons de la farce dans cette opération. Ouf! On peut passer maintenant aux autres questions. Monsieur Maïga demande, bon, il y a beaucoup de questions, des questions pertinentes, et je suis frappé par la formulation professionnelle de ces questions. Il m'a semblé reconnaître quelques voix, Moussa, Maïga lui-même. Bon. Le journaliste est un être humain comme tout homme. Il a le droit d'avoir des émotions. Il a le droit d'avoir un parti. Il a le droit de militer. Il a même le droit à l'erreur. Il a le droit à l'erreur. Le journal Le Monde, pour ne pas le citer, en 1974, a sorti une pétition pour revendiquer leur droit à l'erreur. Donc on a le droit à l'erreur. Et je n'emploie jamais le mot objectivité, parce que c'est difficile. L'exemple que je prends, que les étudiants connaissent, c'est que si on met 20 journalistes dans cette pièce-là et qu'on leur demande de faire une description de cette pièce, il n'y aura pas deux copies semblables. Donc ça, c'est la preuve qu'on peut, tout est relatif. Ce qui me paraît fondamentalement important, c'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté, c'est l'honnêteté. Le courage moral de dire la vérité, de ne pas accepter, de n'accepter aucune compromission. C'est là qu'on peut tirer la noblesse de l'exercice de cette profession. Si on est tenté par le gain facile, alors oui, on va faire la cour aux politiciens qui ne demandent que ça. On va faire la cour aux magnats, les gens de la finance. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de respecter sa profession. Patriotisme, oui, je dois être patriote. Mais patriote ne veut pas dire la complaisance face à des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur de leur profession, qui ne sont pas à la hauteur de la bonne gouvernance. J'ai beau être patriote, je ne peux pas être complice des gens qui dilapident les biens publics, des gens qui s'amusent avec l'argent des braves gens. Ce n'est pas possible. Personnellement, je ne peux pas être patriote dans des conditions avec des gens comme ça. Mais aimer son pays, c'est dans la logique, et je pense que c'est valable pour tous les journalistes du monde entier. On a une obligation, un devoir. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que face à toutes les propositions qui m'avaient été faites à l'extérieur, j'ai préféré venir ici, au Mali, gagner peut-être pas beaucoup, mais en tout cas avoir la conscience tranquille d'apporter mon concours à mon pays. D'accord, oui. Aruna Kone, qui est revenu, Aruna c'est un de vos anciens étudiants, qui aujourd'hui à Djoliba TV News, qui fait du bon boulot. Et vu, il a relancé, c'est par rapport à la question des vidéomans, le métier est-il menacé? Et puis après, il a posé une autre question, l'école de journalisme. Est-ce qu'après, il dit que vous êtes à l'origine de la création de l'école, est-ce que des années après, vous avez le sentiment du devoir accompli? Vous avez déjà répondu à notre question par rapport au vidéoman. Ce serait faire un peu preuve de faconde de dire oui, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Non. Je vous dis, on doit toujours aspirer à repousser sans cesse ses propres limites.
Et la réussite est au bout de l'effort. L'autosatisfaction, la suffisance ne sont pas de mise dans cette profession. Et je déteste ça. Je pense profondément que la suffisance est un vilain défaut. Et comme disait l'homme politique français, je suis sûr, dès que je commence la citation, les étudiants ils vont la terminer. S'ils la connaissent, il ne suffit pas d'être suffisant pour suffire. Il faut sans cesse accepter qu'on peut aller davantage plus loin dans le progrès. C'est une exigence des cultures. Labor omnia vincit in probus. Tout travail opiniâtre vient à bout de tout. Il n'y a de vérité que dans le travail. S'autosatisfaire de quelques réussites, oui, c'est normal que je ressente un peu de satisfaction quand quelqu'un me dit « j'ai lu votre papier, je vous ai écouté à la radio, vraiment j'ai apprécié ce que vous avez fait ». Oui, mais je ne veux pas me laisser les chevilles enflées pour autant, parce que c'est mon travail, c'est mon boulot. Le pilote qui conduit son avion de Bamako à Gao, à Kidal, il n'a fait que son travail. S'il l'a bien fait, il mérite d'être félicité, mais pas plus que ça. Donc l'excellence exige une mobilisation de tous les instants. C'est ce que j'ai dit aux étudiants. Il ne faut pas... La paresse est un vilain défaut. L'autosatisfaction est un crime. Il faut sans cesse accepter qu'on a des efforts à fournir pour atteindre l'excellence. C'est ce que je peux dire à ce stade-là. Moussa Bilali Sidibé, qui dit avec votre riche expérience, pourquoi vous n'avez pas, jusque-là, vous n'avez pas envisagé peut-être de lancer un journal, par exemple? C'est pas que la tentation ne m'est pas effleurée, c'est vrai. J'ai eu à un moment donné envie de faire un journal. Bon, j'ai décidé de faire le journal à travers les gens, la formation desquels je participe autant que je peux. Oui, bon, on ne peut pas tout faire à la fois. J'ai eu peur parce qu'il fallait beaucoup de moyens. Et puis, je me demandais est-ce que mon tempérament, mon caractère pouvait résister à toutes les pressions. Je crois que oui. Mais bon, ben voilà, je suis désolé, j'espère que je ne le déçois pas. J'aurais souhaité, mais je n'ai pas pu le faire. D'accord. Et la posture du journaliste, le traitement de l'information en temps de crise, c'est sa deuxième question. Alors, c'est assez complexe, c'est assez complexe. Pendant la guerre de 39-45, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, ceux qui se battaient contre l'ennemi considéraient la liberté d'expression comme un luxe. Ce moment-là, c'est vrai, je n'ai pas la réponse, mais je peux comprendre parfaitement qu'en situation de crise, toutes les énergies doivent se mobiliser. Mais ceux qui sont à la tête de cette mobilisation doivent faire preuve de beaucoup d'intégrité morale pour ne pas manipuler la bonne volonté de ceux qui se mobilisent avec eux, pour ne pas les tripatouiller, pour ne pas en faire vraiment leurs outils de promotion. Oui, dans le cas précis du Mali, il est bon, il est souhaitable que même les journalistes prennent conscience de la nécessité de se mobiliser pour mener avec d'autres couches de la société le combat de la liberté, le combat de la paix. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit donner un chèque en blanc à ceux qui dirigent ce combat-là. C'est ensemble, dans l'honnêteté, dans la loyauté, dans la franchise, dans le respect réciproque, qu'on doit pouvoir mener ensemble ce combat-là. Okay. Ousmane Coulibaly, vous avez déjà donné les conseils aux jeunes journalistes. Il dit aussi ces jeunes journalistes qui commencent la profession et après qui abandonnent, pour utiliser l'expression à la mode, en plein vol, pour se retrouver dans la communication, par exemple. Qu'est-ce qui
vous leur dites? Qui sont pressés parce que tout de suite, pour eux, le journaliste ne répond pas tout de suite à leurs préoccupations, à leurs attentes ou même à leurs aspirations. Oui, c'est vrai. J'ai parlé au début de l'entreprise de presse. Si on avait de vraies entreprises de presse et qu'on ne donne pas facilement l'autorisation à n'importe qui pour créer n'importe quelle feuille de chou, qui est là plus pour insulter, pour faire du trafic d'influence, si on avait de vraies entreprises de presse qui ont les reins solides, les journalistes, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas gagner leur vie à la sueur de leur front. Mais malheureusement, le secteur n'est pas bien structuré, n'est pas bien organisé. Donc je comprends parfaitement qu'il y ait des gens devant le découragement, renoncent pour se lancer dans ce que vous avez appelé la communication. Ça ne veut pas dire que la communication n'exige pas beaucoup de compétences. Le problème est que la façon d'exercer cette profession ici peut être sujette à caution, peut être équivoque. Mais qu'on soit journaliste ou bien qu'on soit communicateur, on a inventé encore un concept assez ambigu, un communicant. Bon, ben, je pense qu'il n'y a pas à se cacher la figure, à se voiler la figure. Il faut aspirer à la compétence. Il faut aspirer le mot-clé, c'est le professionnalisme. Okay. Tout le reste, c'est de la poudre aux yeux. Ok, le mot-clé, c'est le professionnalisme. Hein. Est-ce qu'il dit, hein, est-ce que vous avez des regrets, peut-être personnels, des regrets? Les regrets sont une perte de temps. Ouais. Un homme, quand il doit poser un acte, il doit réfléchir beaucoup. Et une fois qu'il s'est donné la peine de réfléchir, quels que soient les résultats qu'il va rencontrer sur son chemin, il assume. Non, je ne regrette pas. Parce que tous les actes que je pose, j'essaie de réfléchir au maximum, de me donner toutes les chances pour éviter les erreurs. Ça ne veut pas dire que je n'en commets pas, mais je n'ai pas l'habitude de regretter. Parce que le regret, c'est une perte de temps, c'est du gâchis d'énergie. Non, je ne regrette pas. Monsieur Bomboté, hein, parlons un peu de lecture. On sait que vous lisez beaucoup. Hein. Vous avez un faible pour Friedrich Nietzsche, hein, vous avez même l'habitude de rappeler cette citation. Je cite, hein, « Le monde, dit-il, éclaté à 1000 morceaux. La vérité doit être dite. » Ou même cette autre citation, « Ce n'est pas que tu m'aies menti qui me fait mal, mais de ne plus te croire. » Oui. Nietzsche, vous. Nietzsche est un cerveau incandescent, brillant, très brillant. Et si je peux me permettre de donner un conseil à mes jeunes confrères, à tout le monde, à tous ceux qui vous écoutent, qu'ils fassent un détour un peu dans Ainsi parlait Zarathustra. C'est proprement homérique. Si on aime la lecture, on ne peut pas se lasser. Bon, cela dit, Nietzsche, qui est aussi l'adepte du Wille zur Macht, la volonté de puissance, a été aussi parmi les auteurs, comme beaucoup d'autres philosophes, l'inspirateur du nazisme, la volonté de puissance. Nietzsche estime que les faibles n'ont pas leur place dans la société. Alors que lui-même, il était sérieusement malade, il était épileptique, il était rachitique, il était tout le temps en crise. Mais il a inspiré l'auteur de Mein Kampf, Hitler, dans cette volonté de la sélection pour la race aryenne. Bon, cela dit, il faut faire la part des choses entre ce qu'on écrit et ce qu'on pratique de tous les jours. Bon, le temps faisant son effet, moi, je n'ai pas vécu le temps du nazisme, je n'ai pas vécu aussi peu le temps d'Hitler. Je retiens simplement la vitalité, la pénétration, cet esprit pénétrant, cette philosophie volontariste
j'ai retrouvé ces Nice. Bon, mais il n'est pas le seul. Parlons peut-être pour finir avec, vous avez aussi une autre expression que vous aimiez beaucoup, qui n'a rien vu, n'a rien à dire, il faut douter, douter de tout, le doute qui sauve, on va finir avec le doute. Pour le journaliste. Le doute est à l'origine du rationalisme. Grâce à Descartes au XVIIe siècle, je doute, donc je suis, cogito cogitatum, cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Ce n'est pas pour faire le malin devant vos auditeurs, mais c'est une réalité que Descartes a été à l'origine du rationalisme qui a totalement changé notre façon de penser, notre façon de raisonner. C'est lui qui est le père du rationalisme. Bon, cela dit, le doute me paraît absolument le viatique indispensable pour tout intellectuel. Encore une fois, il faut se méfier des fausses certitudes. Il ne faut pas tomber dans la suffisance. Quel que soit ce que nous détenons comme vérité, il faut toujours accepter d'écouter l'autre qui est en face, se remettre en cause. Un intellectuel qui ne doute pas est dangereux pour lui-même et dangereux pour le public auquel il s'adresse. Oui, pour le doute, mais j'ajoute toujours, pas pour le doute inhibiteur, le doute qui m'empêche d'avancer. Non, il faut quand même accepter le doute. Prenons l'exemple, la lumière. La lumière, pour arriver au stade actuel, pour arriver au résultat actuel de la lumière, il y a eu beaucoup de théories qui se sont avérées fausses. Quant à la nature de la lumière, je ne vais pas donner, je ne suis pas qualifié pour le faire, de cours de physique, mais ça veut dire qu'on peut se tromper, mais en même temps accepter d'avancer. Dans notre profession, donc l'erreur est permise. Et chaque fois que je collecte l'information, quand je mets en scène des personnes, c'est des êtres humains qui sont doués de raison, qui ont un cœur, qui ont de la famille, qui ont des amis, je ne dois pas les traiter avec légèreté. Je dois donc douter de toutes les informations, quel que soit le respect, l'affection, l'estime, l'admiration que je peux avoir pour une source. Cela ne doit pas m'empêcher de douter pour arriver, pour m'approcher au maximum de la vérité. Bon, pratiquement nous sommes à la fin de l'émission. La réalisation, M. Niel, qui nous a donné 2 minutes pour conclure. Et puis, on ne peut pas finir sans parler des premiers pas de Djoliba qui vous suivez depuis... Ah non, moi, au risque de froisser votre humilité, votre modestie, je pense que vous faites un boulot admirable. Acceptez la critique. Incitez ceux qui vous écoutent à vous critiquer. Ouvrez des boîtes de suggestions un peu partout dans la ville. Vous allez trouver là-dedans peut-être des insultes, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous vous connaissez, ça ne doit pas vous atteindre. Soyez attentifs. Invitez les gens à vous faire des suggestions. Faites des sondages, faites des enquêtes formelles, informelles. Invitez les gens à vous dire ce qu'ils pensent. Faites en sorte que ceux qui vous écoutent vous servent de miroir dans lequel vous allez vous réfléchir, réfléchir pour corriger les imperfections ici et là. Moi, je suis un admirateur de votre travail. Je vous souhaite beaucoup de courage et puis le succès au bout de l'effort. Vous personnellement, je sais tout l'engagement que vous avez par rapport à votre profession. Je suis ému, touché quand des amis, des proches, même des gens que je ne connais pas, commentent vos éditoriaux du vendredi. Okay. Évidemment, il y a à boire et à manger là-dedans, mais je dis, je répète, vous êtes sur la bonne trajectoire
Que Dieu vous accompagne. Merci Diomonsi Bomboté, professeur Diomonsi Bomboté. Merci. Vous pouvez passer à Djoliba quand vous le voulez, si c'est la famille. Merci, professeur Diomonsi Bomboté. Donc, je rappelle que on va continuer dans la mouvance du 3 mai, la fête de la liberté de la presse. Notre invité du jeudi prochain, c'est aussi un journaliste, Tchegoum Boubey Meiga, journaliste, ancien du CESTI de Dakar. Il a aussi travaillé, un grand professionnel qui a travaillé aux Échos, ancien directeur de la communication sous le magistère du président Ibeka. Tchegoum Boubey Meiga sera notre invité dans toute liberté le jeudi prochain pour parler aussi de la presse, les défis de la profession. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Djoliba TV News. Au revoir et à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission en toute liberté. En toute liberté.